On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous présente un premier candidat officiel à l'élection d'octobre prochain dans Iberville pour le Parti québécois. Mais d'abord, devenez un éclaireur, un projet qui émane du ministère de la Santé et qui est décliné ici même, en Montérégie, avec la collaboration du Centre de crise et de prévention du suicide. Favoriser l'entraide, favoriser aussi la résilience, devenez éclaireur. Bref, on vous parle de ce projet, de ce programme en question. Deux invités pour en parler. D'abord avec moi en studio, Nancy Paquette, qui est coordonnatrice des formations au Centre de crise et de prévention du suicide du Richelieu. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné à distance de Régent Dragon, qui est organisateur communautaire au 6 de la Montérégie Centre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, je vais commencer avec vous, d'ailleurs, parce que à la base, c'est une initiative qui nous vient du gouvernement, du ministère de la Santé et qui est déclinée dans les centres de santé un peu partout, notamment ici en Montérégie Centre. Donc, expliquez-nous un peu les bases du projet. Oui, en fait, c'est un projet qui est inspiré de Dr. Lheureux qui a travaillé à la crise du lac Mégantic. Donc, quand il y a eu le déraillement ferroviaire, on s'est parti en fait, des initiatives qui étaient faites en collaboration avec la population pour les aider à passer à travers puis à se remettre de cette tragédie-là. Donc, c'est venu de là. Puis, la pandémie, ben, c'est une tragédie aussi, dans le sens où il y a tous les éléments de stress, d'inconnu, d'imprévisibilité qui occasionnent un niveau élevé de stress. Puis on s'est aperçu que dans la population, il y avait des gens qui étaient anxieux, déprimés, même avec des idéations suicidaires, plus qu'avant la pandémie. Donc on parle de 26 comparativement à 7 à peu près. Donc, est-ce que ce projet-là est décliné dans tous les CIS et les CIUS du Québec? Il a été offert dans toutes les CIS et les CIUS. Dans certaines régions, ils ont décidé de ne pas faire le projet comme tel, puis ils se déclinent d'une façon différente selon les territoires. Bon, et là, qu'est-ce qui fait qu'ici, dans la Montérégie Centre, on s'est finalement allié avec le Centre de prévention et de crise du suicide du Richelieu? En fait, nous, on a décidé d'utiliser une approche communautaire, c'est-à-dire que on a décidé d'aller voir les organismes communautaires du secteur pour leur parler de ce projet-là, puis de voir avec eux comment ils souhaitaient que cet argent-là soit utilisé, que ce projet-là soit implanté dans le milieu. Puis la rencontre avec les organismes a donné lieu finalement à une demande qu'on a bonifié ou qu'on travaille avec les organismes communautaires, comme le Centre de prévention du suicide et le projet Radar, donc le réseau actif de dépistage des aînés à risque, qui eux-mêmes forment déjà des gens qui sont soit des sentinelles ou des citoyens radars qui, eux, repèrent finalement la détresse là, ou qui réfèrent les gens. Donc, on est allé bonifier ce qui existait déjà plutôt que de mettre sur pied quelque chose de complètement nouveau. Bon, d'ailleurs, c'est ça que ça m'a fait un peu penser, parce que quand j'ai lu le projet, je me suis dit, on a déjà parlé dans le passé des sentinelles, qui jouaient un peu sensiblement le même rôle. Mais là, dans ce cas-ci, c'est plus élargi. C'est plus en lien avec la détresse de façon générale. Les sentinelles, ils ont une responsabilité liée à la prévention du suicide qu'on ne va pas retrouver chez les éclaireurs nécessairement. C'est vraiment pour un éclaireur d'apprendre à prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre, puis au niveau des stratégies d'adaptation, puis de la gestion de l'anxiété, puis de la détresse. Puis, c'est sûr que nous, on en profite pour dire aux gens, bien, si vous souhaitez en apprendre plus, puis là, on parle de la formation Sentinelle et de la formation Radar, si les gens souhaitent aller plus loin. Fait que c'est comme un premier pas dans ce rôle-là, puis ça nous permet de faire un peu de promotion de nos autres formations qui s'adressent aux citoyens et citoyennes là, du territoire, là, selon nos deux organisations. Puis, on a travaillé de partenariat avec le 6 Montérégie Centre pour monter la formation qui est offerte aux éclaireurs sur le territoire, donc qui part de la base commune de nos formations citoyennes. Donc, le rôle du centre, c'est principalement la formation?
On donne de la formation. Donc, moi, pour le Centre de prévention suicide, mais aussi la formatrice du projet Radar va offrir aussi de la formation. Donc, on alterne selon les constitutions de groupe. Là, on va reprendre la formation à l'automne. Puis aussi d'accompagner les éclaireurs là, après. Le CPS ayant une ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on devenait un partenaire important dans le après. Quand j'ai fait une intervention auprès d'un concitoyen, que j'ai besoin d'un appui ou juste d'en parler, bien, ils peuvent, en fait, on leur demande de contacter la ligne de crise pour être supportés dans la suite des choses à mettre en place. Monsieur Dragon, c'est quoi le rôle d'un éclaireur? Bien, en fait, un éclaireur, d'abord et avant tout, c'est d'apprendre à prendre soin de soi dans des situations stressantes, là, dans des situations où c'est difficile. Comment bien gérer, reconnaître les signes de stress, puis après ça, de trouver des moyens pour gérer son stress. Puis ensuite de ça, bien, c'est d'accompagner les gens de son entourage. D'abord, être un écoute et puis une oreille attentive, puis aussi une présence bienveillante pour commencer, parce que des fois, les gens ont besoin tout simplement de pouvoir exprimer ce qui se passe pour eux, ce qu'ils vivent, puis après ça, de reconnaître c'est quoi les forces ou les habiletés qu'ils ont pour pouvoir passer à travers. Puis après ça, si jamais c'est pas suffisant, bien à ce moment-là, ça va être d'accompagner les gens à aller demander de l'aide. Donc, entre autres, de téléphoner au centre de prévention pour avoir une évaluation de fait pour éventuellement être référé dans des services. Donc, les services communautaires et les services psychosociaux là, du CLSC, du CIS. Question un peu complémentaire. Maintenant qu'on connaît le rôle des éclaireurs, qui peut devenir éclaireur? N'importe qui. En fait, quelqu'un qui a une envie d'aider son prochain, de mieux comprendre, en fait, aussi là, ce qui a pu être vécu par les gens là, au travers de la pandémie. Là, on parle plus de fatigue post-pandémique. Là. Les gens sont fatigués. Là. Les gens sont tannés d'en entendre parler, sont un peu à bout de tout. Là. Donc, de pouvoir être présent pour l'autre. Donc, ça peut être autant des gens dans un milieu de travail qui souhaitent mettre en place un réseau d'éclaireurs que des gens qui souhaitent s'inscrire de façon volontaire à cette formation-là. Que l'on offre. Là. C'est des formations de 3 heures qu'on alterne là, en virtuel ou en présence selon ce qui est le mieux pour les gens, là, pour rejoindre le plus de gens possible. Donc, ça... Autant qu'on ait envie, en fait, de faire cette écoute-là, cette présence-là, si ça nous tape ses nerfs d'écouter quelqu'un, c'est peut-être pas le meilleur rôle pour nous, mais si on a envie d'en connaître plus sur la détresse puis d'accompagner les gens là-dedans, on est bien placé pour devenir éclaireur. Avez-vous un nombre de places limitées? À quel moment vous offrez la formation? Pour la session d'automne, on a 8 formations de prévues. Là, c'est sûr qu'on vise entre 6 à 10 participants par formation. On alterne entre le Zoom, le présentiel et le Zoom, et certaines à Chambly, certaines à Saint-Jean. Donc, vraiment, on propose aux gens ce qui est le mieux pour eux, donc selon leurs moyens de transport, puis on monte les groupes de cette façon. Monsieur Dragon, est-ce que c'est un modèle qui pourrait, pas s'exporter, mais disons, s'intégrer en milieu de travail? Je donne un exemple. Souvent, dans les grandes entreprises, il y a souvent un employé ou deux qui est désigné pour avoir les cours de premiers soins. Bon, très utile, évidemment, si quelqu'un a un problème urgent, crise cardiaque et compagnie, étouffement. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un modèle semblable en entreprise où il pourrait y avoir des éclaireurs qui sont peut-être pas là pour les premiers soins directs, mais qui sont là justement pour porter attention à leurs collègues? Oui, effectivement. On parle de premiers soins psychologiques, en fait. Être une oreille attentive, puis comment écouter, et puis après ça, référer. Donc, il n'y a aucun problème pour que ce soit quelqu'un en entreprise. Puis effectivement, ça pourrait même être très intéressant de l'avoir de cette façon-là. Puis j'avais envie de dire aussi que, en fait, ça peut être aussi quelqu'un qui a juste envie de voir comment il peut prendre soin de lui ou elle, puis après ça, d'écouter sa famille ou ses amis proches. Je ne suis pas obligé d'avoir un impact ou une implication large. Là. Ça peut être juste très, très immédiat là, pour ça. C'est sûr que c'est une formation qui ne s'adresse pas, par contre, aux intervenants psychosociaux. Les gens qui ont déjà une formation de relation d'aide, c'est pas nécessairement la bonne formation. Mais oui, effectivement, ça serait très intéressant que les gens en milieu de travail puissent être formés de cette... Je me mets à la place des chefs d'entreprise qui, souvent, on se casse un peu la tête pour dire, bon, ça nous prendrait 2, 3, selon la grosseur de l'entreprise, d'avoir des personnes qui sont formées en premiers soins. Bien, moi, si j'étais chef d'entreprise, je me dirais, ça serait peut-être bien que j'aie un de mes employés qui suivent une formation comme celle-là.
Oui, puis on le sent que les employeurs, en fait, nous, on le voit là, à la ligne de crise, les employeurs sont inquiets pour leurs employés, puis ont le souci de prendre soin de ces employés-là. Il n'est pas rare qu'on a des employeurs qui appellent à la ligne savoir comment je peux aider, qu'est-ce que je peux faire quand quelqu'un ne va pas bien. Donc, effectivement, c'est une formation qui s'implique, qui se met bien là, dans une optique de prévention très primaire, globale, de prendre soin de l'autre, d'être avant la situation de crise. Donc, oui, effectivement, ce serait parfait. Qu'est-ce qu'on leur montre? La formation, là, qu'est-ce qu'on montre à ces gens-là qui veulent devenir éclaireurs? Bien, on leur parle premièrement de tout ce que le stress peut amener là, comme impact dans la vie personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on vit du stress? Qu'est-ce qui fait comment ça s'agit? Puis comment on va réagir à celui-là? On parle des stratégies pour prendre soin de soi-même, pour ensuite parler de comment on peut prendre soin de l'autre, donc à travers l'écoute active, à travers avoir des attentes aussi envers notre rôle d'éclaireur. Là, on n'est pas là pour toujours trouver la solution pour l'autre personne, mais être présent. Puis, comment prendre, en fait, les ressources du territoire qui sont présentes, donc d'utiliser les différents partenaires là, qui sont impliqués au niveau des éclaireurs, parce qu'il y a Radar et CPS qui est très présent, mais il y a toute une équipe relais derrière aussi qui est présente, donc différents organismes du territoire qui peuvent aider les éclaireurs là, ou prendre des références aux besoins. Là. Bon, là, de ce que je comprends, c'est nouveau sur notre territoire à nous, ici, parce que là, vous allez commencer. Le projet, quand même, existe depuis mars 2021. Selon ce que vous en savez, M. Dragon, est-ce que vous avez déjà un peu du feedback, comme on dirait, de d'autres régions qui l'ont déjà mis en place? C'est très variable. Là. Je dirais que la réception est très bonne. Les gens sont très satisfaits de participer à ces formations-là. On a aussi des activités de résilience. Donc, c'est une activité qu'on a mis sur pied pour permettre aux gens de s'exprimer par rapport à la pandémie, avoir une place pour verbaliser là, les impacts de ça. Puis, c'est un peu une introduction, là, si on veut, à la formation. Puis ça a eu un impact très positif. Les gens ont beaucoup apprécié pouvoir parler de ce qu'ils ont vécu, de comment ils s'en ont sortis, puis des stratégies, des actions qu'ils peuvent faire pour prendre soin de soi dans cette situation-là. Puis je pense que la fatigue pandémique que Nancy mentionnait est très importante. On remarque que c'est très présent. Puis c'est normal parce que quand on vit une situation de stress à long terme, on épuise nos ressources. Puis c'est pas quelque chose de... C'est pas une faiblesse, c'est juste un fait. C'est comme ça. Oui, on est vraiment en amont de tout ça parce que, bon, sans nécessairement avoir des pensées suicidaires, on s'entend que des situations comme celle-là peuvent mener à... Oui, si on s'enlise dans une situation où on a l'impression d'être à bout de ressources, comme ce que Régent vient de dire, à un moment donné, bien, si je suis à bout de ressources, il me reste quoi? Donc, effectivement, les idées suicidaires peuvent arriver. Puis, en fait, l'idée, c'est d'être là bien avant. Le rôle de l'éclaireur, c'est d'être là en amont. Quelqu'un qui aurait de l'intérêt à s'inscrire à la formation en prévision de l'automne, il contacte quoi, le centre? Bien, il pourrait contacter le centre. Sinon, il y a l'adresse pour devenir éclaireur là, qu'on pourrait peut-être mettre au bas de l'écran, là, où ils ont juste à susciter leur intérêt, remplir un petit formulaire là, de quelques questions. On prend contact avec eux, puis ensuite, on les inscrit à une formation. Là, après une petite entrevue là, d'une trentaine de minutes, juste pour prendre le temps de jaser avec eux. Bien, à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour l'application de ce projet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un ami de l'émission. Absolument, le hockeyeur professionnel Éric Gélina est avec nous pour un show complet. On pourrait même dire le Suisse, hein? Oui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, vous allez entendre parler beaucoup de cette élection qui va se tenir au Québec, élection provinciale, à l'automne prochain. Bon, vous le savez, dans les comtés de Saint-Jean et Iberville, du côté de Saint-Jean, on sait que le député de la coalition Avenir Québec, Louis Lemieux, va solliciter un deuxième mandat, mais pour le moment, on ne connaît pas ses adversaires. Du côté d'Iberville, Mme Sanson, qu'on a reçue un peu plus tôt ces jours-ci, qui était CAQ, qui est devenue conservatrice, avait déjà annoncé qu'elle prenait sa retraite de la vie politique. Donc, très peu de candidats se sont annoncés, sauf le candidat du Parti québécois dans Iberville, Jean-Alexandre Côté, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Pourquoi ce saut en politique et c'est pas le premier, comme tel, si on veut? Oui, c'est ça. Changer un peu de domaine. Remarquez que les gens qui sont proches de moi, mes amis, ma famille, ne sont pas surpris. C'est quelque chose qui est un peu naturel, que ça va de soi pour moi. Je me suis toujours impliqué en politique, plus ou moins, là, à travers les années. Puis je me suis toujours intéressé à ça. Donc, faire le saut, là, c'était le temps. Qu'est-ce qui vous intéresse de militer au Parti québécois qui, disons-le, ne vit pas, disons, ses meilleures années? Oui, effectivement. Quoique, on est encore très dynamique. Les 7 députés à l'Assemblée nationale sont très dynamiques. On est encore présent. L'indépendance, c'est certain. Et aussi, c'est le côté social-démocrate que j'aime, qui est un peu centre-gauche, si on veut le placer sur l'échiquier, là, qui me parle, les politiques sociales. Puis si on regarde dans les années précédentes, tous les gros changements sociaux, ça vient du Parti québécois. Puis on en a encore sur le feu, puis on va sortir tranquillement là, au long de la campagne. Ouais. Croyez-vous en ce moment que l'offre, elle est drôlement diluée? C'est-à-dire que d'un côté, il y a un parti indépendantiste, qui est clair, et social-démocrate. On a Québec solidaire, qui est souverainiste, mais qui ne le dit pas trop, parce que c'est pas vraiment leur première ligne d'attaque, mais qui est à la limite plus à gauche que le Parti québécois. On a le Parti libéral, qui est beaucoup représenté par des anglo-montréalais. C'est segmenté. Et on a la coalition qui ramasse un peu tout le monde. Je regardais encore la dernière projection qui parlait d'une centaine de sièges à la CAQ. C'est plus que majoritaire, ça, où on parlait d'un seul survivant au Parti québécois, probablement Pascal Bérubé dans le bas du fleuve. Ça ne vous fait pas un peu peur de vous lancer dans cette aventure-là? Non, pas du tout. C'est une belle expérience, de toute façon, en soi, aller voir les gens sur le terrain, puis participer à ce parti-là, les rencontres qu'on fait, bon, c'est tout le temps enrichissant. Puis en même temps, je me laisse pas distraire par tout ça. Les sondages. Moi, je traîne pas le Québec sur mon dos. Moi, c'est Iberville, mon comté. Il y a 16 municipalités, c'est en Masse-Grand. Et puis, c'est de vendre l'idée que le Parti québécois, c'est le meilleur parti pour représenter Iberville, pour défendre les intérêts d'Iberville. Okay. Et pourquoi ça le serait? Parce que c'est un comté, premièrement, assez agricole. Et puis, on discute beaucoup ces temps-ci, l'étalement urbain, aménagement du territoire, protection du territoire agricole. Et ça, c'est des mesures que le Parti québécois a amenées déjà il y a 40 ans et on a de la recherche, on a de l'expérience là-dessus. Et là, on en reparle encore aujourd'hui. Et toute notre expérience, notre vécu là-dedans va servir à ça. Nos arguments sont là, sont prêts, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a une vision pour ça. Et puis, c'est déjà un gros point là-dessus. Ouais. Pour vous, les enjeux dans Iberville, ça se résume à quoi? C'est très diversifié parce que il y a les berges de Venise en Québec, il y a Marieville, Iberville, où j'habite, qui sont plus urbains. Là, on tombe dans les terres agricoles, après ça, entre les deux. Vous avez l'eau à Clarenceville, qui est vraiment un point pour moi, qui me tient. J'ai rencontré M. Baudouin, le maire. Il m'a expliqué, il m'a exposé toute sa problématique. Je n'en revenais pas. Je savais pas. C'est assez surprenant en 2022 qu'on vive ça. Puis c'est comme s'ils sont tellement loin puis peu nombreux qu'on n'en parle pas tant que ça. Non, mais quand même, c'est environ 1500 personnes qui sont touchées par ça. C'est quand même 1500 personnes, 1500 citoyens. Ça fait 10-12 ans que ça dure. À un moment donné, puis tout est placé, là. Les appels d'offres sont faits, les plans, les devis techniques, tout est fait. On sait quoi faire. Il y aurait juste à débloquer les fonds. Mais c'est sûr que Clarenceville, elle n'a pas le budget municipal pour assumer ça. Il faut l'aide des gouvernements, c'est bien certain. Clair. Ouais. On parlait tantôt, évidemment, du Parti québécois. Bon, on parle de souveraineté. La souveraineté n'est peut-être pas le sujet de l'heure en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'appétit pour la souveraineté du Québec? Actuellement, ça fait 1 mois et demi que je chillonne le comté. J'en entends parler beaucoup, quand même. Il y a une petite ferveur. Bon an, mal an, il y a toujours entre 35 et 40 des gens qui l'appuient. Il y a un petit fond, en tout cas, sur le feu tout le temps. Mais quand on sent comme ce qui se passe là, la défense de la langue, l'immigration, le fédéral qui met un nom assez ferme, ça ravive un peu plus la flamme. Puis nous, on se dit, OK, mettons, on met 40 ou 50 souverainistes à l'Assemblée nationale. Là.
Ça démontre que la ferveur est là. Peut-être que le fédéral, il changerait de ton un peu face aux revendications du Québec, tu sais, par rapport à l'immigration, par rapport à la... Pour vous, il faut ramener la souveraineté à l'avant-plan? Oui, ça donnerait un petit peu de torque, si vous permettez l'expression. Trouvez-vous que la CAQ est pas assez nationaliste ou revendicatrice par rapport à Ottawa? Elle est nationaliste, on le voit qu'elle a ça à cœur, mais je pense qu'elle manque de mordant parce que c'est des fédéralistes, donc ça ne fait pas peur à personne au fédéral. Quand Legault dit « s'il vous plaît, ayez un peu de respect pour le Québec », c'est un peu, c'est pas ça qu'il faut dire. Pas « s'il vous plaît », on va pas quêter, là. Vous dites, bon, il y a bon an, mal an, 35-40 des Québécois qui sont encore souverainistes. Bon, de ce nombre, il y en a qui votent pour le Parti québécois, d'autres pour Québec solidaire. Et un autre nombre aussi pour la coalition Avenir Québec. Je voyais tout récemment la candidature prochaine de Caroline Saint-Hilaire, l'ancienne mairesse de Longueuil, qui était députée du Bloc pendant longtemps, souverainiste, qui ultimement va se présenter dans Sherbrooke pour la coalition Avenir Québec. Qu'est-ce que ça vous résonne chez vous d'entendre ça? Bien, ça résonne que, en fait, quand on me dit la souveraineté, c'est une idée qui a dépassé, bien, on est 3 partis sur 5 qui comptent des souverainistes. Déjà là, ça veut dire quelque chose. Il y a une bonne représentation à l'Assemblée nationale des indépendantistes. Fait que le projet, il n'est pas mort. La volonté est là. Mais il est en veilleuse. Peu importe les partis. Elle est diluée en 3-4 partis. Mais pour nous, on dit, OK, on a raison de la revendiquer parce qu'on n'est pas seul. C'est pas une idée folle, là, encore. Là. C'est encore d'actualité. Là. Bon, parlez-nous de vous un peu, que les gens vous connaissent davantage. Donc, qui êtes-vous? Vous sortez d'où? Quel est votre bagage? Oui. Bien, quand je viens ici, je parle surtout du théâtre, là, effectivement. Parce que je dirige le Café-Théâtre de Chambly. Ça fait 33 ans que je suis là. Mais j'habite Iberville, moi. J'ai milité dans le passé pour le Parti québécois, surtout dans les années 90. Dans Vachon, à Saint-Hubert. Puis après ça, j'ai travaillé pour Louise Baudouin. Moi, j'ai côtoyé Guy Chevrette, Jean Garon, un peu M. Parizeau. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. Mais après ça, mon travail, on a les enfants, tout ça, j'ai mis ça un peu de côté. Et là, je suis revenu, il y a 2-3 ans, militer. Et puis, ça me tente. Moi, j'ai fait des études en sociologie. Donc, j'avais commencé une maîtrise en sociologie politique. J'ai dû l'abandonner en cours de route. J'aime ça, les idées politiques, mais c'est pas ça qui m'allume pour faire le travail politique dans Iberville, mais j'aime ça me pencher là-dessus, voir les courants, qu'est-ce qui se passe, puis faire la jonction entre ça puis la réalité du terrain. C'est ça que j'aime. Puis j'ai toujours voulu m'impliquer avec les gens, aider les gens. J'ai fait du syndicalisme, j'ai fait du bénévolat dans différents organismes. Puis je me dis, si je pouvais faire ça à temps plein, gagner ma vie là-dedans, je pourrais-tu? Puis la job de député, bien, c'est ça. Mais vous l'avez dit tantôt que vous ne vous laissez pas distraire par les sondages ou d'autres types d'enjeux, parce que, visiblement, ce n'est pas par opportunisme que vous vous présentez pour le PQ dans Iberville. C'est parce que vraiment, vous croyez à la cause, vous pensez que ça vaut la peine encore d'y investir du temps pour convaincre puis exprimer la vitalité du Parti québécois. Là. Oui, puis il y a 2 choses. Puis M. Baudouin, le maire de Clarenceville, l'a exprimé dans une belle phrase. Il dit, nous, on ne regardera pas la couleur du parti, on veut savoir qui va pouvoir nous amener de l'eau. Bon. C'est clair. Moi, ce que je dis aussi, il y a le Parti québécois, puis il y a Jean-Alexandre Côté aussi. Moi, j'ai une énergie, j'ai un dynamisme, j'ai une liberté d'action aussi. J'ai du temps à donner, l'énergie à donner. Je vais être un bon candidat pour les gens, pour défendre les gens d'Iberville. Puis j'habite Iberville depuis 10 ans. Les enjeux qui sont là sont aussi mes enjeux. Je suis touché par tout ce qui se passe là. J'ai des amis qui habitent à Marieville, à Saint-Alexandre, j'en ai partout. Je vois qu'est-ce qui se passe, puis je me rends compte sur le terrain de ce quoi on discutait il y a 8 ans, on le discute encore aujourd'hui. Ça n'a pas bougé. Ça me fatigue. Parlez-nous de votre chef un peu, qui est arrivé en cours de mandat, là, Paul Saint-Pierre Plamondon. On l'a vu un peu, mais évidemment, avec la pandémie, les partis d'opposition n'ont peut-être pas eu la visibilité qu'ils auraient eu en temps normal. Effectivement. On comprend la situation. Oui. Mais dites-nous un peu, qui est-il, Paul Saint-Pierre Plamondon? En quoi il vous inspire? Oui, c'est un peu une force tranquille, Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que c'est pas quelqu'un qui fait des grands coups d'éclat. Il commence, on le voit un peu plus dans les médias, c'est vrai qu'il a des idées, des convictions assez profondes, puis il commence à faire son chemin. Moi, je le côtoie de plus en plus, puis là, je l'ai découvert à ce moment-là, parce que ça, au début, on ne savait pas trop. Bon, il arrive champ gauche un peu, puis... mais c'est une bonne tête, il a travaillé un peu partout dans le monde, il a étudié un peu partout, il a des bonnes références. Et puis là, lui, il veut se concentrer sur 2-3 enjeux, dont l'indépendance, la langue. Puis là, on va se concentrer notre message là-dessus. Je trouve qu'il y a un bon leadership, mais c'est un leadership peut-être un peu plus tranquille. Mais il sait où ce qui s'en va, puis il a su nous rallier. On a eu le Conseil national samedi,
Puis il a senti qu'on l'appréciait puis qu'on est prêt à le suivre. Tout le monde, on est derrière lui. On y a bien démontré. Bon, vous parlez de protection de langue. Il y a eu récemment l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale présentée par la CAQ, appuyée quand même par Québec solidaire. Mais le Parti libéral et le Parti québécois ont voté contre pour les mêmes raisons. Dans le cas du Parti québécois, on trouvait qu'on n'allait pas assez loin. Pour vous, en quoi on devrait aller plus loin dans la protection de la langue? En fait, bon, c'est sûr que étant la loi 101 au cégep, puis une demande qui fait longtemps qu'on a amenée sur la table et que le Bloc aussi défend, c'est les compagnies à charte fédérale qui soient assujetties à la loi 101 aussi, ici. Ça donnerait un peu plus de mordant, ça permettrait d'avancer la défense de la langue. On voit que c'est ces enjeux-là qui sont plus importants et qui ne sont pas présents dans la loi 96. C'est de valeur. Puis... Bon, là, avec l'annonce à la retraite de la députée sortante Claire Sanson, vous êtes en date d'aujourd'hui le seul et unique candidat déclaré dans Iberville. Oui. Avez-vous une longueur d'avance? Je ne le sais pas, puis je pense pas que ça dure. Mais, vous allez finir par avoir des adversaires, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis je le souhaite aussi pour la démocratie, c'est sain, là. Mais non, mais là, je me promène sur le terrain. Ça, je commence à défricher. Oui, je suis tout seul. C'est le fun en même temps parce que j'ai un peu le monopole ces temps-ci, là, pour me faire connaître. Mais oui, mais j'ai hâte aussi que d'autres candidats parce que ça nous permet de se dépasser à ce moment-là. Les élections, c'est quoi? 3 octobre? Le 3 octobre, 3 octobre 2022. Ça va venir assez vite. Jean-Alexandre Côté, merci beaucoup. Bonne chance, bon été, puis on se revoit à l'automne. Oui, merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un ami de l'émission. Absolument, le hockeyeur professionnel Éric Gélina est avec nous pour un show complet. On pourrait même dire le Suisse, hein? Oui. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu vous rappelle que parmi les services qui sont offerts à la population ou bien sûr aux membres, il y a cette centrale d'écoute, simplement d'entraide et d'écoute. Vous pouvez appeler, communiquer via le web, via les médias sociaux. Bref, c'est un service que vous pouvez bien sûr utiliser.